Bonjour à tous, je vais tout de suite entamer l'explication de la deuxième partie du cours API pour clôturer le chapitre 1. Dans cette présentation, nous allons voir le cycle de fonctionnement d'un API, critères de choix d'un API et le langage de programmation d'un API. Durant son fonctionnement, l'API exécute le même cycle de travail, le même cycle d'instruction qui est appelé cycle automate. Donc, c'est l'acquisition des entrées, ensuite traitement des données, ensuite activation des outils. Pour l'acquisition des entrées. Donc, tout d'abord, les dispositifs d'entrée vont acquérir des données issues des capteurs et des consignes d'utilisateurs. Donc, ces données seront soit de type numérique, analogique ou logique. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont transformer les données reçues en format compréhensible par l'API, ça veut dire en format binaire. Par la suite, ces données seront stockées en mémoire dans la zone image des entrées et ces données seront nommées variables image des entrées. Ensuite, pour la deuxième phase qui est l'exécution des programmes, donc tout d'abord le microprocesseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à partir des instructions qui existent dans la mémoire programme, il va sélectionner les instructions qu'il faut faire pour répondre aux variables images des entrées. Donc ensuite, il va les exécuter. Une fois les résultats obtenus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les stocker sous forme binaire dans la zone image des sorties. Donc ces résultats seront nommés variable image des sorties. Ensuite, pour la dernière étape qui est l'affectation des sorties, elle va s'effectuer en deux étapes. Tout d'abord, les variables images des sorties seront envoyées tout d'abord au module de sortie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les modules de sortie vont les convertir en signaux électriques pour assurer la commande des préactionneurs ou bien les dispositifs de visualisation. Je passe maintenant aux critères d'évaluation d'un API ou bien des critères de choix d'un API. Donc tout d'abord, on a le nombre d'entrées et de sorties, ça veut dire la modularité de l'API. Donc plus bien sûr le nombre d'entrées et de sorties est élevé, plus on peut connecter par plusieurs capteurs ou bien connecter plusieurs préactionneurs. Donc ensuite, le type de microprocesseur. Donc les critères d'évaluation des microprocesseurs sont relatifs tout d'abord à la vitesse de traitement. Ça veut dire le temps mis pour exécuter une instruction, pour répondre à une instruction. Le jeu d'instruction, ça veut dire quel type d'instruction il peut exécuter l'API, l'ensemble des instructions qu'il peut offrir. Ensuite, nous avons la taille de la mémoire. En réalité, la taille de la mémoire d'un processeur est relative à la vitesse de traitement. Tant que la mémoire embarquée dans le processeur est élevée, tant qu'on peut rapprocher le maximum de données et par conséquent, la vitesse de traitement, elle est rapide. Elle est plus rapide que si je vais chercher mes données de la mémoire, de la RAM. Donc ensuite, nous avons les fonctions de communication. Donc ici, tout d'abord, quand on a un API, on sait qu'un API il est bien s'il peut s'adapter tout d'abord avec tous les types de problèmes qu'il y a. Donc ensuite s'il offre la possibilité de communiquer avec des standards normalisés des bus de terrain. Donc, qu'est-ce que c'est un bus de terrain? Donc, par exemple, maintenant, l'échange entre les unités d'entrée et sortie avec les autres unités de l'automatisme. Donc, se fait via, donc on a les dispositifs d'entrée et sortie, donc ils vont communiquer avec les autres composantes, avec les autres constituants de l'automatisme. Donc, cette communication va se faire pour la logique câblée via des câbles et pour la logique programmée via des bus de terrain. Donc maintenant, euh, notre API doit être d'un côté, il doit pouvoir s'adapter à tous les problèmes d'automatisme. Donc je ne vais pas changer mon API à n'importe quel programme, à n'importe quel problème. Et il ne doit pas être spécifique à un problème bien prédéfini. Donc, et d'un autre côté, il doit pouvoir offrir la possibilité de communication avec des standards normalisés. Donc, il doit pouvoir communiquer avec tous les bus de terrain. Les dispositifs de sortie et d'entrée doivent pouvoir communiquer avec tous les bus de terrain qu'il existe.
Je clôture ce cours de l'API par le dernier titre qui est le langage de programmation d'un API. Donc, la programmation d'un API consiste à traduire le fonctionnement que doit entreprendre l'automatisme, que doit adapter l'automatisme dans un langage spécialisé de l'automate. Donc, il existe deux catégories de langage. On a le langage graphique et le langage textuel. Nous, on va juste s'intéresser à un langage graphique qui est le sequential function char, exactement le graph7. Donc, on va utiliser dans les TP le TP que j'ai déjà déposé sur Moodle. Donc, j'ai essayé de modéliser un petit problème donc, où j'ai utilisé un graph7 pour programmer un API. J'ai terminé donc le cours des automates programmables industriels et j'ai terminé le premier chapitre. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, j'attends vos questions avec grand plaisir. À très bientôt.